Nous sommes en votre compagnie, Tristan Allonge, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur d'une grande étude sur Racine et Euripide, sous-titrée La Révolution trahie. C'est un livre que vous avez publié en 2017 aux éditions Draw. Et à la toute fin de ce livre, vous imaginez le personnage de Racine lui-même, assis dans sa bibliothèque en 1697, donc 2 ans avant sa mort. Il est en train de peaufiner son œuvre avec la dernière édition collective de son théâtre. Et il regarde les livres de sa bibliothèque. Et là, sur qui tombe-t-il? Eh bien sur Euripide. Ainsi, pourrait-on dire, Tristan Allonge, pour Racine, la boucle est bouclée. Oui, exactement. L'image que j'ai imaginée, effectivement, c'est d'un Racine qui est en train de peaufiner ses textes pour l'édition définitive, qui restera à la postérité, qui regarde sa bibliothèque et qui, effectivement, forcément s'arrête sur Euripide, qui a structuré sa carrière dramatique à 4 reprises au moins, et pas des moindres. La Thébaïde d'abord, son premier essai en 64, Andromaque en 67-68, son premier succès, peut-être, on y reviendra, et puis Iphigénie et Phèdre pour conclure sa carrière. Donc effectivement, c'est Euripide qui est au centre de son écriture du début à la fin. Alors un mot peut-être justement sur Euripide lui-même. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était ce grand dramaturge? Oui, dramaturge du 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Périclès, et qui vient un peu comme Racine, au fond, après une longue lignée de grands dramaturges. Échille, Sophocle l'ont précédé, même s'il était presque contemporain de Sophocle. Et donc, il est le 3e homme, celui qui a besoin d'innover pour plaire au public, de reprendre les mêmes histoires, mais d'innover quand même pour s'imposer. Et c'est exactement la situation, la position dans laquelle se retrouvera Racine, qui vient après un Rotrou, après un Corneille, et qui pourtant a besoin d'exister, et donc va devoir chercher quelque chose de nouveau à dire sur la scène. Il y a d'autres similitudes entre les deux. Par exemple, le fait que Euripide ait été chassé d'Athènes et qu'il arrête donc le théâtre. Et puis Racine aussi arrête le théâtre. Lui, il n'a pas été chassé quand même ni de Versailles ni de Paris. Oui, en effet, les deux trajectoires sont pas exactement identiques sur ce point, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils arrêtent avec le théâtre, où en réalité Euripide n'arrête jamais. Il écrira jusqu'à la fin de sa vie, même en Macédoine, une fois parti en exil, entre guillemets, en exil volontaire. Alors que Racine, lui aussi, si vous voulez, effectivement, continue à écrire un peu en cachette, et jusqu'à la fin de sa vie écrira des pièces, non pas pour la grande scène parisienne, mais pour Saint-Cyr, et pour la cour, et pour Madame de Maintenon. Donc 2000 ans les séparent, et pourtant ils ont en commun beaucoup de personnages. Oui, c'est effectivement ce que, j'en profite pour faire un hommage à George Steiner qui nous a quittés il y a quelques semaines, un grand lecteur, y compris un grand lecteur de Racine. Et George Steiner, en parlant dans son ouvrage sur la mort de la tragédie, il a cette image très belle de miracle intermittent. Comme si la tragédie, au fond, dans l'histoire de la littérature, était un miracle intermittent qui apparaît par moments, qui apparaît dans l'Athènes du 5e siècle, qui apparaît dans la France de Louis XIV, et puis qui disparaît pendant longtemps. Et ce miracle intermittent, il passe évidemment par des circonstances sociales, par la présence d'un public bien précis, mais aussi, et c'est l'idée de cet ouvrage, il passe évidemment par des rencontres, et des rencontres qui sont des rencontres littéraires. Et la rencontre de Racine et d'Euripide est une rencontre éminemment littéraire. Oui, vous dites que Racine, c'est l'histoire d'une rencontre entre un milieu et un génie. Oui, entre un milieu et un génie, parce que en réalité, Racine doit sa rencontre à Euripide à des gens, à ceux qui l'ont formé dans la vallée de Chevreuse, ses maîtres jansénistes, qui vont l'orienter sans le vouloir. Ils auraient voulu en faire un avocat, et ils en font un dramaturge. Ils en font un dramaturge parce qu'ils lui donnent en réalité toutes les armes pour devenir un grand dramaturge, en le laissant lire toute la littérature antique, en particulier la tragédie et la tragédie grecque dans le texte. Alors dans le texte, c'est peut-être ça qui est important, parce que ce qui est déterminant, pensez-vous, dans le rapport de Racine avec Euripide, c'est que il lit le grec directement, ce qui lui permet, contrairement sans doute à d'autres, d'être en connexion directe avec la pensée d'Euripide. En quoi est-ce que c'est déterminant, selon vous, pour Racine ?
C'est déterminant parce que si vous prenez toute l'histoire de l'enseignement à partir du XVIe et du XVIIe siècle, l'histoire de l'enseignement qui est dominée en France par les collèges jésuites, les collèges jésuites, en théorie, dans leur statut, mettent l'enseignement du grec, mais en réalité, quand vous regardez les témoignages réels, personne ne connaît le grec au XVIIe siècle, ou très peu de gens. Et Racine fait partie de cette infime minorité. Pourquoi ? Pour des raisons, finalement, religieuses. Des raisons religieuses parce que le grec et la religion sont fortement liés depuis le début du XVIe siècle, parce qu'on apprend le grec pour lire la Bible. Et les protestants font ça, les évangéliques font ça au début du XVIe, et évidemment, les jansénistes font ça, parce qu'ils considèrent qu'il faut avoir accès au texte dans l'original. Et donc, si vous prenez les programmes scolaires de Port-Royal, il y a une différence abyssale par rapport aux jésuites, et donc par rapport aux écoles qui ont formé Corneille, qui ont formé Rotrou, c'est qu'ils apprennent le grec très tôt. Et vous allez même plus loin, Tristan Allonge, puisque vous dites que, au fond, s'il n'avait pas maîtrisé le grec, s'il n'avait pas rencontré Euripide, et puis peut-être aussi d'autres auteurs quand même de la Grèce antique, eh ben, il ne serait pas devenu dramaturge. Ça, c'est quand même assez disruptif comme théorie. Je crois que Racine intervient à un moment historique et littéraire très particulier lorsque Corneille domine encore la scène. Donc c'est pas évident de se positionner derrière et après Corneille. Et pour le faire, il faut être sûr d'avoir la possibilité de fournir aux spectateurs quelque chose de nouveau. Et donc, il se rend compte, il l'a pas choisi, mais il se rend compte qu'il a un avantage comparatif énorme par rapport à tous les autres. Non seulement il peut lire Aristote, dont tout le monde parle mais que personne ne va lire dans le texte, il peut le lire en grec, non seulement donc la théorie, mais également la pratique, parce qu'il peut, et on le sait parce qu'on a toutes ces éditions purement grecques annotées et traduites à côté, on sait que Racine a consulté la quasi-totalité des pièces grecques. Donc, on l'a déjà un peu dit dans cette semaine consacrée à Racine, les enseignements d'Aristote sont déterminants pour Racine, mais il faut le redire aujourd'hui, parce que c'est quand même là-dessus que se base l'ensemble de votre thèse, Tristan Allonge. Alors, quels sont les enseignements, quelle est cette poétique d'Aristote que va reprendre Racine et dont il va faire vraiment le socle de son théâtre? Alors, je repartirai de la traduction fragmentaire qu'on connaît très peu mais qui existe et qui est très intéressante, que Racine offre de la poétique d'Aristote. Dans cette traduction fragmentaire, il choisit certains chapitres et étrangement, il ne choisit pas les chapitres qui sont les chapitres qu'aurait choisi un Corneille, qu'aurait choisi un théoricien de l'époque, c'est-à-dire celles qui concernent l'action, celles qui concernent les unités d'action, de temps, de lieu. Il choisit de se focaliser uniquement sur le personnage. Et pourquoi le personnage ? Parce que il comprend, et je crois que le passage par le grec est essentiel pour comprendre ça, parce qu'il n'a plus le filtre de tous les théoriciens italiens qui ont lu Aristote et qui ont fourni à Corneille un Aristote déjà retravaillé à travers Horace, etc. Racine revient à la source et il revient à l'enseignement qui est, à mon sens, essentiel chez Aristote. Aristote nous dit, certes, qu'il faut partir de l'action, que l'action vient avant les caractères, mais au sein des chapitres qu'il consacre à l'action, notamment au chapitre 13 et 14 de la poétique, Aristote nous parle du rôle essentiel du personnage, de ce qu'il appelle le personnage tragique. Il est le seul à dire ça à son époque ? Alors, Corneille avait dans ses écrits théoriques évidemment exploré aussi cette notion de personnage tragique, mais il a du mal à le comprendre. Et quand il parle par exemple d'Œdipe, il dit, maisŒdipe, je comprends pas comment il peut être à la fois coupable et innocent. En fait, il y a une sorte de manichéisme chez Corneille que Racine rejette un petit peu. Je crois que, tout à fait, je crois que la différence essentielle est que Corneille, au fond, est fils de son temps, est fils de tout ce qui est venu avant lui, et de cette lecture morale du théâtre. Le théâtre est là pour enseigner, donc il y a les bons, je caricature à peine, mais il le dit d'ailleurs dans ses discours, il y a les bons, il y a les méchants, et il y a un enseignement à tirer. Racine, lui, se met dans une position qui est purement aristotélicienne. Or, Aristote n'a jamais parlé de morale. Aristote parle uniquement de plaisir, et c'est bien ce qu'il recherchera dans toutes ses préfaces, il le précisera dans toutes ses préfaces, il faut plaire au public, c'est la seule règle, la règle suprême.
Et donc pour plaire au public, il faut tout baser sur des personnages qui sont à la fois innocents et à la fois coupables. On va en parler avec différents exemples et pour commencer avec l'exemple de Phèdre. Je voudrais vous cacher une triste nouvelle, madame. Mais il faut que je vous la révèle. La mort vous a ravi, votre invincible époux. Et ce malheur n'est plus ignoré que de vous. Manope, que dis-tu? Que la reine, abusée, enfin demande au ciel le retour de Thésée. Et que par des vaisseaux arrivés dans le port, Hippolyte, son fils, vient d'apprendre sa mort. Ciel! Pour le choix d'un maître, Athènes se partage. Au prince, votre fils, l'un donne son suffrage, madame, et de l'État l'autre, oubliant les lois, au fils de l'étrangère, ose donner sa voix. On dit même qu'au trône, une brigue insolente veut placer Aricie et le sang de Palante. Ah! J'ai cru de ce péril vous devoir avertir. Déjà même, Hippolyte est tout prêt à partir, et l'on craint, s'il paraît dans ce nouvel orage, qu'il n'entraîne après lui tout un peuple volage. Manope, c'est assez. La reine qui t'entend ne négligera point cet avis important. Madame, je cessais de vous presser de vivre. Déjà même, au tombeau, je songeais à vous suivre pour vous en détourner. Je n'avais plus de voix, mais ce nouveau malheur vous prescrit d'autres lois. Votre fortune change et prend une autre face. Le roi n'est plus. Madame, il faut prendre sa place. Sa mort vous laisse un fils à qui vous vous devez, esclave s'il vous perd, et roi si vous vivez. La Compagnie des œuvres sur France Culture avec un extrait de l'acte 1, scène 4 de Phèdre dans la mise en scène de Patrice Chéreau avec Christiane Coindy et Nathalie Bécu. C'est un moment très important évidemment de Phèdre, ce moment de l'annonce de la mort de Thésée, la fausse mort de Thésée, puisque en réalité il va revenir plus tard dans la pièce, et c'est crucial que vous nous en parliez, Tristan Allonge, parce que ça fait partie des innovations que Racine apporte. Alors on va parler de tout ça, mais d'abord est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comme ça à grands traits l'argument, l'enjeu de cette pièce Phèdre? Oui, c'est l'histoire, finalement, en tous les cas dans la version antique que Racine reprendra. C'est l'histoire d'une femme, Phèdre, qui est mariée au roi Thésée et qui tombe amoureuse, malgré elle, à cause des divinités, à cause d'Aphrodite, qui tombe amoureuse du fils de son mari, Hippolyte. Et elle va donc développer cette passion, elle va ne pas pouvoir s'empêcher d'éviter de la déclarer. Elle va la déclarer à sa nourrice, en tous les cas dans la version d'Euripide, et ensuite ça finira par arriver jusqu'à Hippolyte, et le retour de Thésée provoquera la catastrophe finale, avec effectivement l'obligation pour Phèdre de s'enlever la vie. Évidemment, c'est les grands traits, mais des grands traits qu'il faudrait aller préciser, parce que chaque version est différente. Euripide, Sénèque, Racine, c'est très différent, c'est pas du tout la même chose. Alors ce qu'il faut dire, c'est que de manière très évidente, Racine se met dans les pas d'Euripide, notamment en l'écrivant noir sur blanc dans les premières lignes de sa préface. Voici encore une tragédie, écrit-il, dont le sujet est pris d'Euripide. Quoique j'ai suivi une route un peu différente de celle de cet auteur pour la conduite de l'action, je n'ai pas laissé d'enrichir ma pièce de tout ce qui m'a paru le plus éclatant dans la sienne. Quand je ne lui devrais que la seule idée du caractère de Phèdre, je pourrais dire que je lui dois ce que j'ai peut-être mis de plus raisonnable sur le théâtre.
théâtre. Je ne suis point étonné que ce caractère ait eu lieu si heureux du temps d'Euripide et qu'il n'ait encore si bien réussi dans notre siècle, puisqu'il a toutes les qualités qu'Aristote demande dans le héros de la tragédie et qui sont propres à exciter la compassion et la terreur. En effet, Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. On a l'impression que tout ici, tout Racine se trouve encapsulé dans ces premières lignes de la préface à Phèdre. Effectivement, c'est une préface qui a orienté la lecture de Phèdre. C'était probablement l'objectif de Racine, qui a orienté la lecture de Phèdre pendant 3 siècles. Mais je crois que c'est en réalité une opération de communication de la part de Racine. Comme souvent avec Racine. Très souvent, et une opération de communication parfois mensongère. Et c'est le cas en tous les cas, à mon sens. C'est-à-dire que Racine donne une description de Phèdre, ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente, qui est une description qui est parfaite pour Euripide, mais qui n'a rien à voir avec sa pièce. C'est-à-dire qu'il met en avant une proximité avec Athènes et avec Euripide, et avec Aristote, mais qui n'est plus du tout, ce qui n'est plus du tout le cas dans sa propre pièce. Donc vous êtes en train de dire qu'il se réclame d'Euripide, alors qu'en réalité il est très loin de lui. Il est désormais très loin. On a voulu voir pendant très longtemps Phèdre comme l'aboutissement de la rencontre entre Euripide et Racine. Pour moi, c'est au contraire le moment de plus grand éloignement en fait entre les deux auteurs. C'est-à-dire que Racine, à cause d'un cheminement très complexe sur lequel on pourra revenir tout à l'heure, avait commencé par une très forte proximité dans la Thébaïde, et une fois arrivé... Donc sa première pièce. Voilà, dans sa première pièce de 64, et arrivé à Phèdre en 77, il en est désormais très très loin, pour être beaucoup plus proche d'un autre modèle, qui est un modèle finalement moderne, qui est le modèle de Corneille. Alors, justement, parmi les différences importantes entre la Phèdre d'Euripide et celle de Racine, il y a le cas de la mort de Thésée, de la fausse mort de Thésée, dont on vient d'entendre un extrait. Expliquez-nous pourquoi, Tristan Hadonche. C'est absolument essentiel parce que ça, on a du mal à le remarquer, mais en réalité c'est comme ça lorsqu'on creuse chacun des textes. Racine est le seul à imaginer une mort de Thésée. Dans toutes les autres variantes, y compris chez Euripide, chez Sénèque et dans tous les 6 auteurs français qui le précèdent, on sait que Thésée est éloigné, est loin, est retenu, peut-être par une amante, peut-être par une mission militaire, peut-être aux enfers, peu importe, mais on n'est pas totalement inquiet quant à son retour. On peut l'être un petit peu, mais on n'est pas sûr de sa mort. Alors que, et j'invite les professeurs de lycée qui auraient peut-être encore quelques étudiants qui n'ont pas encore préparé leur bac et qui n'ont pas encore lu la pièce, de leur demander de lire les 2 premiers actes de la pièce et de s'arrêter là, jusqu'au retour de Thésée, et d'imaginer un peu la suite. En réalité, si vous ne connaissez pas l'histoire avant, Racine a tout fait pour vous faire croire qu'effectivement Thésée est mort. Ce qui libère, évidemment, ce qui rend possible la tragédie. Rend possible la tragédie parce que la tragédie à la fin de l'acte 1, avec Phèdre qui a fait cet aveu à Œnone, est finalement une tragédie bloquée. Parce qu'on ne peut rien faire, parce qu'elle est mariée, tout simplement. Et l'annonce par Panope que Thésée est mort, annonce qui présente des détails, parce que Hippolyte se prépare même à partir, il y a des jeux politiques qui commencent à se faire entre tous les courtisans. Évidemment, ça change la donne, parce que ce que l'invite Œnone à faire, évidemment, elle est maintenant légitime à demander éventuellement la main d'un nouveau mari, puisqu'elle est veuve. Alors en quoi ça change aussi toute la vision du théâtre que Racine avait par rapport à la vision du théâtre qu'avait Euripide? Ça change parce qu'en réalité, chez Euripide, on parle très peu de Thésée. On parle très peu de Thésée parce que Phèdre est le personnage vraiment totalement aristotélicien, c'est-à-dire un personnage qui, en étant ni tout à fait coupable ni tout à fait innocent, va provoquer la catastrophe finale. Pourquoi celle qui provoque la catastrophe finale? Parce que c'est elle qui décide de mourir sans jamais évoquer Thésée. Le seul fait, s'il y a une Phèdre qui est une Phèdre janséniste, si vous voulez, si vous me permettez, c'est la Phèdre grecque, c'est la Phèdre d'Euripide qui est janséniste, parce que c'est elle qui se réprime tellement qu'elle va décider de mourir sans savoir où est Thésée, s'il reviendra ou s'il ne reviendra pas. Le problème c'est pas une répression externe, comme ce sera le cas chez Racine, c'est une répression interne. D'où la nature double du personnage de Phèdre chez Euripide. Racine a choisi de ne pas suivre Euripide sur ce point, et c'est une différence absolument essentielle. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime
pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui dans mon flanc ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même, en ton esprit, rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruel. Je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas moins. Love me, please, love me. Yodels while he burns his brand on you. Alors que nous dit finalement Racine sur la culpabilité de son personnage de Phèdre, Phèdre qui dit « Mon mal vient de plus loin » ou encore « C'est Vénus tout entière à sa proie attachée », signifiant par là que finalement elle n'est pas responsable du fait qu'elle est amoureuse du fils de son mari, de son beau-fils en réalité. Quelle vous semble être la réflexion de Racine à ce sujet, s'il y en a une, parce que peut-être qu'il s'agit seulement de créer chez le spectateur le plus possible d'émotion, le plus possible peut-être d'effroi, je ne sais pas. Je crois que Racine, évidemment, en très bon lecteur d'Euripide, en très grand interprète d'Euripide, a parfaitement compris qu'il y avait dans le personnage grec une duplicité et une dimension effectivement de faute et d'innocence qui coexistaient. Sauf qu'il a choisi en réalité de suivre, et c'est pour ça que l'extrait de Patrice Chéreau de tout à l'heure est intéressant, parce que finalement il met sur le même plan Sénèque et Euripide en parlant un peu de ces sources antiques. Mais ces sources antiques disent exactement l'inverse, c'est-à-dire que la Phèdre d'Euripide n'est pas la Phèdre de Sénèque. La Phèdre d'Euripide est une Phèdre qui se réprime toute seule, qui meurt sur scène à la moitié de la pièce. Elle n'arrive même pas à la fin de la pièce, elle ne rencontre pas Hippolyte. Elle est trahie par sa nourrice. C'est sa nourrice qui provoque la déclaration d'amour à Hippolyte. Racine, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Et on vient de l'entendre, il met en scène la rencontre entre les deux et il laisse Phèdre vivre jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière scène. Pourquoi il fait ça? Parce que, pour deux raisons, je crois. Même si évidemment il est fasciné par cette complexité de l'héroïne d'Euripide, il est contraint d'une certaine façon par ce qu'attend le public, et le public attend de la passion amoureuse. Il a son actrice vedette qui incarne Phèdre et qui est habituée à jouer des rôles de ce type-là. Donc il ne peut pas s'en priver à la moitié de la pièce. Donc il veut faire vivre Phèdre, et une Phèdre amoureuse et passionnelle jusqu'au bout, exactement comme chez Sénèque, donc c'est pour ça qu'il reprendra Sénèque. Et puis il y a évidemment la contrainte de tous les auteurs qui avaient précédé, les 6 auteurs qui avaient précédé à partir du XVIe siècle la Phèdre de Racine, qui tous ont repris Sénèque et non pas Euripide. Et donc, il était d'une certaine façon contraint de se plier aux attentes du public qui attendait une Phèdre amoureuse et passionnelle et pas du tout une Phèdre janséniste, entre guillemets. En fait, on a l'impression qu'avec Racine, on en revient toujours aux contraintes. C'est vrai que Racine, et c'est pour ça que j'aime bien l'image de Caméléon d'Alain Viala, et je l'applique en fait à la littérature. Il est surtout, je crois, plus qu'un caméléon social, il est vraiment un caméléon littéraire. Il comprend, mais il mettra du temps à le comprendre. Hein, et ces 2-3 premières pièces, il connaîtra aussi l'échec. Au début, Britannicus, ne l'oublions pas, est un échec pour Racine. Il va progressivement comprendre qui il a en face, et il va progressivement, et c'est l'idée de ce livre, il va changer sa façon de fabriquer des pièces. Et c'est ça, je crois,
l'apport de ce livre, c'est de montrer qu'il n'y a pas une façon de fabriquer des pièces chez Racine, mais il y a une façon qui est évolutive. Il s'habitue, on est dans le théâtre, et donc il y a une réponse par le public, et donc il faut s'adapter au public si on veut, comme Racine le veut, avoir du succès. Il n'y a aucun crime dans Racine. Il y a beaucoup moins de crimes que dans Euripide. Il y a beaucoup moins. Si ça doit être un crime, il y en a beaucoup plus dans Euripide, disons, puisque là, elle n'a eu que la pensée d'aimer quelqu'un. Et elle le pense depuis 20 ans, mais elle aime depuis 20 ans, mais c'est pas un crime. Et elle ne, dans les règles de bienséance qu'impose Racine, elle ne se dévoile que parce que son mari est mort, que parce que Thésée est mort. Et donc, tout le monde emboîte le pas, et je crois que brusquement, je me suis dit, cette chose, l'obsession qu'ont les gens de la penser comme coupable, l'obsession qu'elle a elle-même de se penser coupable, raconte énormément de choses sur le désir féminin. Et sur une chose que, quelquefois, les hommes ont du mal à comprendre. Je suis tombé sur une citation effrayante de Valéry, où il dit à peu près que c'est toute l'horreur du désir féminin, dans toute sa rage. Le mot est plus terrible que ça, et je me suis dit, mais ça, c'est, voilà, une réaction intéressante, c'est-à-dire que Phèdre, avec cet excès de douleur et de masochisme, racontait l'oppression, ou racontait la soumission au modèle masculin. Ce que l'on désire, on ne l'obtient pas. On ne peut obtenir ce que l'on désire. Patrice Chéreau de nouveau avec Phèdre comme victime d'un modèle masculin, du patriarcat pourrait-on dire. Est-ce que c'est une vision qui est trop contemporaine pour vous ? Je crois qu'il y a en tous les cas un désaccord sur un point essentiel. Je crois que la Phèdre de Racine n'est justement pas la Phèdre d'Euripide, et donc c'est une Phèdre qui en réalité parle beaucoup. Elle parle du fait qu'il faut qu'elle meure et qu'elle ne peut pas accepter cet amour. Mais en réalité, dans les faits, si vous regardez la pièce, elle ne fait qu'agir pour la passion. Donc il y a une dichotomie totale entre ce qu'elle raconte et ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait, c'est quoi ? C'est que même après le refus, elle renvoie une deuxième fois Œnone en disant à Œnone d'ailleurs, enfin tes conseils ne sont plus de saison, serre ma fureur Œnone et non pas ma raison. Et donc, malgré l'échec, elle retente en disant, le petit jeune, il a peut-être un intérêt politique, va lui faire miroiter le trône, et peut-être que comme ça, on arrivera à le séduire. Et même après le retour de Thésée, alors qu'une femme devrait normalement se ranger, Phèdre ira jusqu'à l'acte 4, en tous les cas, ira rencontrer Thésée pour essayer de sauver son amour, pour sauver Hippolyte. C'est quelque chose qui est impensable chez Euripide, et c'est donc une Phèdre qui est totalement effrontée, beaucoup plus effrontée que chez Sénèque, paradoxalement. Et c'est la Phèdre la plus effrontée de la littérature, je crois. Et il ne meurt pas pour les mêmes raisons, pour le coup. Mais est-ce qu'elle est scandaleuse ? Est-ce qu'elle est jugée comme étant scandaleuse au XVIIe siècle, Phèdre ? Je crois qu'il faut distinguer le texte, ce qui se passe effectivement dans le texte, et je crois que la Phèdre de Racine est totalement scandaleuse. Elle mourra sur scène par passion, non pas par honneur ou par peur de la pensée des autres. Elle vient mourir sur scène, empoisonné par quoi ? Par le poison de Médée, autre innovation, autre invention géniale de Racine. Le poison de Médée, ça évoque quoi ? Ça évoque Médée, ça évoque la jalousie. Et donc, ce qui met fin à la passion de Phèdre, c'est une autre passion. Ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas la raison, mais c'est la passion jalouse. C'est-à-dire que le retournement essentiel se produit à la fin de l'acte 4, lorsque Phèdre découvre qu'Hippolyte aime Aricie. Et c'est là qu'elle bascule. Alors là aussi, c'est très racinien et seulement racinien, parce que l'amour d'Hippolyte, ça n'existe pas chez Euripide, ça n'existe que chez Racine. Alors, pas que chez Racine, en réalité. Enfin, pour comparer les deux. Oui, bien sûr. C'est quelque chose que, évidemment, Racine a repris de tous ses devanciers, les 6 devanciers français, pas tous, les 3 derniers, en tous les cas ceux du XVIIe siècle, qui vont, et Bidart notamment, Gilbert, Bidart, ils vont, des auteurs aujourd'hui mineurs qu'on n'étudie plus, mais qui sont intéressants parce que Racine les a lus. Il les a lus et il les a suivis peut-être plus qu'Euripide, paradoxalement, évidemment sans les mentionner dans la préface. Et dans ces versions-là, qui sont effectivement des versions très modernes, très XVIIe siècle du mythe antique, on ne peut pas imaginer ce qu'il y avait chez Euripide, c'est-à-dire un Hippolyte qui n'aime pas les femmes.
C'est impensable parce que d'ailleurs Louis Racine toujours le glisse à un moment donné, qu'auraient pensé les maîtres de Port-Royal, etc. On aurait pensé peut-être à un homosexuel, etc. Donc ça aurait créé... Et donc il faut redoubler la passion. Mais Racine a quelque chose de plus par rapport aux autres auteurs qui l'ont précédé. Qu'est-ce qu'il fait d'Hippolyte? Il fait en fait un double de Phèdre. Alors, est-ce que le scandale, il ne vient pas aussi de la thématique de l'inceste, qui quand même est particulièrement brûlante? Alors, effectivement, ce qu'on dit souvent, on dit que Racine, contrairement à tous ses devanciers, est lui revenu à la vraie Phèdre, à la Phèdre incestueuse d'Euripide. Mais en réalité, si on regarde dans le détail, les autres auteurs du XVIIe siècle, pour éviter l'inceste, avaient imaginé une Phèdre qui n'est pas encore mariée, qui n'est que fiancée. Mais Racine, au fond, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il imagine une Phèdre qui n'est plus mariée, puisqu'elle est veuve. Donc en réalité, Racine... elle est juste veuve. Elle est juste veuve, mais peu importe. C'est-à-dire, limite, je trouve plus scandaleux une fiancée qui tombe amoureuse de quelqu'un d'autre qu'une veuve qui tombe tout de suite amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc finalement, Racine n'est pas très loin de Elle était déjà amoureuse du temps de son mariage. Bien sûr. Depuis 20 ans au moins. Bien sûr, mais c'est vrai que Racine à travers cette innovation-là rejoint les autres auteurs en faisant en sorte que Phèdre soit libre de la contrainte et donc ce n'est plus un inceste en réalité. Au moins pendant un acte, ce n'est plus un inceste. D'un amour criminel, Phèdre accuse Hippolyte. Un tel excès d'horreur rend mon âme interdite. Tant de coups imprévus m'accablent à la fois qu'ils m'ôtent la parole. Il m'étouffe la voix. Traître, tu prétendais qu'en un lâche silence, Phèdre ensevelirait ta brutale insolence. Il fallait, en fuyant, ne pas abandonner le fer, qui dans ses mains aide à te condamner, ou plutôt, il fallait, comblant ta perfidie, lui ravir tout d'un coup la parole et la vie. De mensonges si noirs, justement irrité, je devrais faire ici parler la vérité, Seigneur. Mais je supprime un secret qui vous touche. Approuvez le respect qui me ferme la bouche, et sans vouloir vous-même augmenter vos ennuis, examinez ma vie, et songez qui je suis. Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes. Quiconque a pu franchir les bornes légitimes peut violer enfin les droits les plus sacrés. Ainsi que la vertu, le crime à ses degrés, et jamais on n'a vu la timide innocence passer subitement à l'extrême licence. Un jour seul ne fait point d'un mortel vertueux un perfide assassin, un lâche incestueux. Élevé dans le sein d'une chaste héroïne, je n'ai point de son sang démenti l'origine. Pité, estimé sage entre tous les humains, daigna m'instruire encore au sortir de ses mains. Je ne veux point me peindre avec trop d'avantage. Mais si quelque vertu m'est tombée en partage, Seigneur, je crois surtout avoir fait éclater la haine des forfaits qu'on ose m'imputer. C'est par là qu'Hippolyte est connu dans la Grèce. J'ai poussé la vertu jusque à la rudesse. On sait de mes chagrins l'inflexible rigueur. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Thésée, furieux après que Phèdre lui a menti en lui faisant croire qu'Hippolyte l'aimait, alors qu'en réalité c'est Phèdre qui aime Hippolyte. On entendait Éric Ruff et Pascal Grégory. C'est aussi du coup cette pièce une histoire entre un père et son fils, une histoire de génération, une histoire d'innocence et de culpabilité entre le père et le fils. C'est effectivement très... Le dialogue qu'on vient d'entendre est très instructif parce qu'on peut se demander à un moment donné, mais pourquoi Hippolyte ne parle pas? Pourquoi Hippolyte reste silencieux? Et c'est un vrai enjeu. Dans l'Antiquité, c'était très simple. En fait, Hippolyte avait juré, il y avait une dimension cultuelle, religieuse, il avait juré à la nourrice de ne rien dire. Donc il ne peut pas parler. Chez Racine, évidemment, cette idée-là n'aurait pas été comprise par le public. Et donc, il faut imaginer autre chose. Alors, pourquoi il reste silencieux devant ce père qu'il admire, parce qu'il le dit depuis le début, il aimerait être comme son père, il aimerait tuer des monstres. Et d'ailleurs, à la fin, il reviendra, il va tuer un monstre, parce qu'il va tuer le monstre qui sort de l'eau. Hippolyte reste silencieux, je crois,
Et Aricide, d'ailleurs, au début de l'acte 5, va lui demander « Mais pourquoi tu restes silencieux ? Ça n'a aucun sens. » Et en fait, Hippolyte reste silencieux parce qu'en réalité, il s'identifie à Phèdre. Il partage avec Phèdre, ça peut paraître paradoxal, mais il partage avec Phèdre, et Racine a tout fait dans la construction de sa pièce pour faire en sorte qu'il y ait une situation de miroir entre les deux. Phèdre et Hippolyte sont tous les deux coupables vis-à-vis du père au sens psychanalytique. Ils sont coupables parce que tous les deux aiment quelqu'un d'interdit. Donc Hippolyte comprend au fond et s'identifie à Phèdre, et c'est pour ça qu'il reste silencieux, parce qu'il en partage la faute. Lui aussi, en aimant Éryphile, en aimant une femme que Thésée interdit d'aimer pour des raisons politiques, c'est d'une certaine façon révolté contre le père pendant son absence. Et donc c'est effectivement, toute la pièce tourne autour de cette tentative inaboutie de tuer le père, de tuer le roi. Donc il se punit lui-même en ne disant rien à son père ? Alors, d'une certaine façon, on peut presque imaginer, même si c'est aller un peu loin dans l'interprétation, on peut imaginer qu'Hippolyte va vers une forme de suicide, c'est-à-dire que dans ce récit de Théramène très beau qu'il reprend, que Racine reprend d'Euripide, il ajoute un détail, c'est-à-dire que en réalité Hippolyte n'est pas tué par le monstre. On a souvent cette image qu'il est tué par le monstre. C'est un accident de la route, en réalité. C'est-à-dire qu'il tue le monstre. C'est une innovation totale qu'il n'y a nulle part ailleurs. Donc redites-nous un petit peu ce qui se passe à la fin. En fait, il est exilé par son père, et donc il part sur son char, sur la plage. Et là, de la plage, sort ce monstre marin qui épouvante qui passaient par là, envoyé par Neptune parce que évidemment le père l'a maudit et donc a demandé au dieu Neptune de punir son fils. Neptune fait sortir ce monstre. Le monstre effraie les chevaux. Et Hippolyte, bien qu'il arrive à tuer le monstre, et donc qu'il arrive à rejoindre le père dans cet héroïsme de tueur de monstres, en réalité meurt dans un accident de la route parce que les chevaux ne l'écoutent plus. Alors pourquoi les chevaux ne l'écoutent plus ? Parce que, et si on revient au tout début, autour du vers 500 de la pièce, Hippolyte nous l'explique. Depuis qu'il est amoureux, il ne parle plus à ses chevaux, et ses chevaux ont oublié sa voix. Et donc, d'une certaine façon, ce qui tue Phèdre, la passion amoureuse, c'est aussi ce qui tue Hippolyte. C'est-à-dire c'est la passion qui l'a poussé à oublier ses devoirs, et ses devoirs en tant que conducteur de chevaux.